Salut Vincent, Ça va? tu recommences comme hier? Ah non, non, rien à voir. Non, j'ai bien compris hier ce que tu m'avais dit. Les fleurs, les rosiers, bah oui, personne n'a planté. Alors ça, c'est de la semence de gazon, tu vois. Je vais faire une belle pelouse. Mais ça poussera pas, c'est le trottoir. Ah oui, mais je vais pas le mettre sur la route. Avec leurs roues, ils vont me faire des traînées. Ah, vraiment, mais t'es des poids, mais... Je persiste et je signe et j'y arriverai. Bon, évidemment, mon rédacteur en chef, qui est l'autre homme sur cette vidéo, n'a pas l'air de comprendre mon art du jardin. Mais on va en parler dans l'émission. Bonjour Julie. Bonjour Vincent. Ça va? Tout va bien? Oui, ça va, je me sens un peu seule, mais ça va bien, ça va bien. Un peu seul de quel point de vue Bien exactement? entouré, Depuis vous le voulez début, dire? on est bien entouré, mais il n'y a, pas de femmes. Mais bon, c'est pas grave. Ça Mais, changera. mais personne vous en veut, mais vous savez qu'il n'y a pas de différence Ah bah non, entre non. les sexes à notre époque. C'est juste une remarque. Nous sommes vos amis. Ah, mais ça, je ne dis pas le contraire. Au contraire, on est bien ensemble. C'est ça qui est bien. Et on a notre Raphaël qui est pas loin non plus, hein, qu'on va retrouver, qui est dans Paris. Hein. Il continue dans son périple musical, j'ai l'impression, cette semaine, Raphaël. Hein, Raphaël? Oui, il dit bonjour. Hey, homme au chapeau. On n'en saura pas plus. Et au début, il est très discret, hein, c'est un peu teasing, et puis après, il nous raconte quand même ce qu'il est venu faire. Ce matin, mes amis, vous l'avez compris, on va appeler le jardinage à nous. L'esprit du jardinage va descendre sur nous en la personne de Philippe Collignon. Salut Philippe. Salut Vincent, ça va? Oh bah écoute, Bah oui. magnifique. Alors je vais même pas te faire l'affront de vous voyez. Hein. Non, on va se tutoyer. Non, parce que là vraiment... Non, mais on va arrêter, voilà, on se tutoie. Quand même. Hein. Là, sur ce coup-là... En revanche, je vais être beaucoup plus, beaucoup plus déférent à l'égard d'Amaury, notre maître vétérinaire de l'école d'Alfort. Bonjour. Ça va, Amaury? Oui, très bien. Et vous? Alors, Amaury Briand, on va parler de Démangeaison. la petite en partie, démangeaison. ouais, Hein. de dermatologie. Chez le chien? Chez le chien, chez le chat. Chez le chat aussi? Aussi. Ah, ça c'est tombe bien, il possible. est là. Quentin Voilà. le chat, qui est Bonjour. avec nous, le chef pâtissier. Bonjour Quentin. Bonjour. Alors, oui? À fond. Bon voilà, eh ben, on a la solution ce matin avec Amaury qui va nous apprendre comment en tout cas soigner nos animaux quand ils ont des démangeaisons. Alors ce qu'il démange, lui, Quentin le chat, c'est de pâtisser. Évidemment, c'est votre métier, Quentin. C'est mon boulot, oui. C'est mon boulot et il nous vient du Novotel Paris-Les Halles, dont le Tea Time est devenu un des highlights de la vie parisienne pâtissière. On peut dire ça? Si vous le dites, on Ah peut non, le dire. non, je sais, il est modeste, il ne le dira pas, mais moi je le dis, parce que son flan est devenu un des, voilà, là aussi, un des grands flans parisiens, et le flan parisien c'est Vous important. parlez du gâteau, là? Le flan. Oui, pourquoi? Non, non, Qu'est-ce mais que tu dis ça peut être flan, d'autre, Philippe? Philippe, ça peut être quoi d'autre? Le flan, bon, on ne sait pas, on trouvera en cours d'émission. En tout cas, on va découvrir ces merveilles ensemble d'ici quelques minutes. Et ensemble, c'est mieux, vous le savez. Hein. J'ai oublié de vous le dire ce matin. Allez, on retrouve Raphaël, toujours dans son trip musical à la Philharmonie hier, aujourd'hui. Allez savoir. Ben oui. Il fait des circulations. Pas très loin, mon Vincent, à la Philharmonie hier dans le 18e arrondissement aujourd'hui pour vous présenter un nouvel équipement qui a ouvert la semaine dernière. Ça s'appelle le 360 Paris Music Factory. Je vais traverser la rue en essayant de faire attention et en faisant traverser Florine Constant qui m'accompagne chaque matin également pour que vous puissiez le découvrir et aussi rencontrer son fondateur. Il s'appelle Saïd. Comment ça va, Saïd? Saïd Assadi. Tu vas bien? Merci, et toi? Bah, plutôt bien, on est donc dans le quartier de la Goutte d'Or avec cet équipement flambant neuf dédié à la musique à 1000%. C'est quoi les missions du 360? Bon, la mission de créer un lieu pluriel à la Goutte d'Or, un lieu culturel qui soit proche aux gens, aux habitants, ouvert vers le quartier, ouvert vers le monde. Donc c'est un bâtiment qui est composé avec plusieurs maillons de la chaîne d'activité, de conception jusqu'à la diffusion. On a le studio enregistrement, résidence artiste, la salle d'espace, le restaurant et les bureaux, non seulement pour le pôle d'entreprise culturelle, aussi pour les startups qui travaillent sur la transition numérique pour la musique. Vous avez bien compris tous les maillons de la chaîne de l'industrie musicale, de la création jusqu'à la diffusion. On va faire plein de choses aujourd'hui avec Saïd. Ça va être notre guide, évidemment. Bah, on y va. Puis on va commencer en studio de répétition avec des usagers. Vous nous suivez? Enfin non, ce sera dans moins de 10 minutes. À tout de suite. Ça, c'est du tease. Hein. Dans moins de 10 minutes, on va tout savoir et on va chanter encore aujourd'hui comme hier, hein, Julie. On adore ça, nous. Hein.
On est Toujours en partant. musique avec Raphaël. Mais avant de chanter, on va jardiner. Ah. C'est pas parce qu'on est en hiver qu'il faut croire que le jardin hiberne et qu'on fait rien. Eh bien, on a fait venir notre jardinier maison à France Télévisions, c'est Philippe Collignon. Tout ça est en rond et ça rime. Et c'est bien. Alors, mon petit Philippe, ça fait quelques années maintenant. Oh là, hein. oui, On s'est mon brave connus Vincent. du côté de Télématin, là, C'est ça. pas loin. Alors, moi, j'avais connu Michel Lys, C'est ça. j'avais connu Patrick Miolan. Ah oui, vous les avez tous et puis, connus. Ah bah, je les ai vus passer, les jardiniers, puis toi, t'es resté. Peut-être que vous en connaîtrez un suivant, peut-être, on ne sait jamais. C'est ça. En tout cas, je disais, on a l'impression qu'en hiver, il n'y a rien à faire dans le jardin. Oh, quelle erreur! Il y a toujours quelque chose à faire dans le jardin. Il y a toujours à tailler. En ce moment, c'est le moment de la taille. Ou à commencer à travailler un peu son sol. Le printemps va commencer à pointer son nez. Déjà, on a les jours qui rallongent, les petits oiseaux qui chantent le matin. Donc, on a plein de choses à faire dans son jardin, sur sa terrasse, sur son balcon. Maintenant, on jardine partout, même à l'horizontale. Eh bien alors, Et à la verticale aussi. Julie, mettez-nous tout de suite un peu l'eau à la bouche. Non mais c'est vrai, là, en hiver, la nature est endormie, les plantes se reposent avant l'arrivée du printemps. Mais attention, vous l'avez dit, ça ne veut pas dire qu'il faut laisser son jardin à l'abandon. Il y a quelques bons gestes à adopter et quelques précautions aussi à prendre pour protéger ses végétaux. Regardez. J'ai peur de perdre des plantes avec ce froid. Bah, faut t'en occuper. 63% des Français disposent d'un jardin. Privé pour 58%, partagé pour 5%. Sans compter les pots sur les balcons et les terrasses. Mais comment en prendre soin l'hiver ? La préoccupation numéro 1, c'est de protéger vos plantes du grand froid et surtout du gel. Les plus fragiles, les exotiques, qui sont en pot, devront être mises à l'abri. Si vous les rentrez, attention au chauffage, à ne pas les priver de soleil et à n'arroser qu'au minimum pour que les racines qui dorment à cette période ne pourrissent. Pensez aussi à couvrir les plantes que vous n'avez pas la possibilité de rentrer à l'intérieur. Un voile d'hivernage leur offrira une bonne protection tout en les laissant respirer. Vous pouvez aussi utiliser du papier bulle ou des sacs de jute pour protéger le pot. Vous pouvez également réaliser un paillage naturel à l'aide d'écorces, de feuilles mortes ou encore de compost. Et n'arrosez jamais lorsqu'il gèle, les racines risqueraient de geler. Mais sachez aussi qu'un bon coup de gel peut être profitable pour votre sol. Il élimine certaines maladies. Sinon, s'il ne gèle pas, dès janvier, on peut tailler, par exemple, les arbres fruitiers. Non, en hiver, il n'y a pas rien à faire. Bon, déjà, quelques petites pistes. Philippe Collignon a tiqué. Je tiens à être précis là-dessus. On a dit plastique, il a dit non, on ne dort pas dans une couette en plastique, par exemple. Donc, C'est vrai que mettre les plantes sous du plastique à bulles, c'est ce qu'on faisait avant, ça protège du froid. Le problème, c'est que ça va vous mettre la plante sous cocotte, c'est-à-dire qu'il va y avoir beaucoup d'évaporation, beaucoup de transpiration, et puis, Et des germes, et puis voilà, et des puis lorsqu'il champignons. fait chaud, Ouais. tout ça va maturer et vous allez avoir une plante qui risque de pourrir. Alors, si vous n'avez que du plastique, évidemment, vous mettez votre plastique à bulles, mais vous aérez quand il fait bon, Dès quand qu'on il ne gèle repasse pas. au-dessus de zéro. Exactement, quoi. Ouais. on aère et on recouvre, on aère et on recouvre. Il y a plus simple. La toile de jute, c'est très bien. Mhm. Le voile d'hivernage, c'est très bien aussi. C'est du non-tissé en général. C'est du non-tissé, mais il faut quand même un peu aérer. Il faut aussi aérer la plante et il faut aussi l'arroser. Une plante qui est dans un pot, il faut l'arroser parce qu'il y a, ce qu'on ne sait pas, une grande sécheresse hivernale comme la sécheresse estivale. Donc si vous avez des pots sur votre balcon et qu'il ne pleut pas, eh bien il faut l'arroser, sinon elle va mourir de soif. Avec de l'eau à température de la pièce, pardon. Alors sur le balcon, c'est de l'eau qui sort du robinet. En revanche, lorsqu'on arrose effectivement nos plantes d'intérieur, il faut la laisser reposer quelques heures avant d'arroser ces plantes d'intérieur, sinon vous faites un choc thermique au niveau des racines. Et quand on a un jardin, on arrose l'été en général, on arrose le soir à la tombée Après du soleil, 18 heures, après 18 voilà. heures. En hiver, on arrose à quelle heure ? En hiver, on arrose plutôt vers midi, 13h, lorsque le sol a commencé à dégeler et avant qu'il regèle à partir de 18-20 heures. Donc, milieu de journée, c'est très bien pour arroser. On n'arrose pas non plus tous les jours. De temps en temps, on trempe son petit doigt pour voir si la terre est sèche ou pas et on arrose, on n'oublie pas. C'est comme ça qu'on fait. Toujours on trempe son doigt. Souvent, dans les bouquins, on vous dit qu'il faut arroser tous les 15 jours, toutes les 3 semaines, machin. Mais non, ça dépend de la position de la plante, c'est plein sud, plein nord, etc. Et du drainage. Du drainage, on touche la terre et si le sol est sec, on arrose. Voilà. Alors ça, c'est pour des petits l'entretien. doigts. C'est pour l'entretien de ces plantes. Si on veut continuer l'aménagement de son jardin, on a une question d'une téléspectatrice tout de suite et vous nous répondez ensuite.
Bonjour, je m'appelle Marie, je suis chanteuse et j'aurais voulu savoir s'il est encore possible de planter, sachant que l'hiver a déjà bien démarré. Merci. Ça, il a bien démarré. En fait, oui. aujourd'hui, avec les plantes qu'on a en conteneur qui sont sur le plateau, on peut planter toute l'année. Là, on plante jusqu'au mois de mars, qui est l'idéal. Et pour tout ce qui est plantes à racines nues, vous savez, aujourd'hui, il y a un grand retour des racines nues, les rosiers à racines nues, les fruitiers à racines nues, c'est-à-dire sans peau, sans terre. Donc, ça coûte moins cher, il y a plus de choix dans les variétés. Et la reprise est meilleure. Ah bon? Et la reprise est meilleure parce que les racines ne s'enroulent pas comme ça. Donc, il faut praliner. Ah, il faut praliner. Ah, j'adore ce mot. Le mot praliner, Ah vous oui. l'aimez, ça? Ah oui, bah Il évidemment. faut praliner, donc on prend un pralin dans une jardinerie ou alors on mélange de la terre avec de l'eau, on en fait une bouillasse. On trempe les racines, mais on habille les racines. Ça veut dire quoi? On les déshabille. On coupe le bout, on enlève les racines cassées. Ouais. Ensuite, on trempe ça dans cette potion un peu assez lourde. Vivifiant. Et voilà, et on met ça au fond du trou. Attention, au fond du trou, il faut faire une petite dune pour que les racines soient posées délicatement. On ne pose pas les racines directement On met à une plat. butte au fond du trou. On fait le trou, on met une On butte. On met la plante, on rebouche. Et attention, il y a quelque chose de très important. Lorsque vous plantez des fruitiers qui ont été greffés presque entre la racine et le tronc, le bourrelet de greffe, même pour les rosiers, doit dépasser de la terre. Ça, c'est vraiment important. Mais vous pouvez l'enterrer. Quoi? Sinon, ça repart va repartir. Il va y avoir des gourmands qui ne sont là. pas forcément la variété que vous avez choisie. Ouais, sur les rosiers, c'est terrible. Les gourmands. Terrible. Et là, vous nous avez amené beaucoup de plantes. Ce sont des plantes qu'on peut planter actuellement Oui, parce déjà que en hiver. souvent on se dit en hiver, il ne se passe rien, il n'y a pas de fleurs, etc. Regardez, il y a pas mal de fleurs. Là, regardez le skimia, c'est une plante de terre bruyère. Là, ce ne sont pas des fleurs, ce sont les boutons qui vont s'épanouir tout simplement à partir du printemps. Mais déjà, les boutons sont extraordinaires. À côté, vous avez le laurier thym qui est déjà en fleurs, qui est en fleurs depuis le mois de novembre et qui va fleurir jusqu'au mois de février-mars. Il attire déjà les premiers butineurs. Il y a des butineurs comme ça qui se sont perdus en hiver. Eh bien, cette plante est faite pour eux. Ça sent légèrement le miel. La plante idéale également pour l'hiver, c'est la rose de Noël. Il y a différentes couleurs, blanc, rose, noir, etc. Ça, c'est une plante intéressante à mettre dans des potées parce que lorsqu'elle prend son caractère en pot, c'est tout à fait exceptionnel. Pas dans des potées genre auvergnates, quoi. Non, dans de la potée, dans de la potée en terre cuite. Donc, ça veut dire sur un balcon, ça convient. Sur un balcon, ça convient. Dans une potée en terre cuite, c'est plutôt de la terre cuite. Puis vous avez des plantes comme par exemple des orangers du Mexique, ça du sent bon, skimia, ça sent très très bon, qui ont aussi des feuillages. Lorsqu'on a un hiver plutôt triste, où il n'y a pas beaucoup de lumière, dans la moitié nord de la France, misez sur le feuillage coloré, jaune, panaché, clair, et ça va illuminer naturellement votre jardin. Une dernière question aussi, la taille, c'est la saison? La taille, c'est la saison. On l'a vu dans le reportage pour les fruitiers, mais également pour les arbres. On peut tailler également les branches qui sont abîmées. Les rosiers aussi, par exemple? Les rosiers, on va commencer à les tailler. Les hortensias, on attend un tout petit peu et on a conservé les fameuses têtes d'hortensia sèches qui protègent le bourgeon terminal. D'ici 3 semaines, 4 semaines, on va pouvoir couper ces branches et rabattre un peu les hortensias, c'est-à-dire les faire diminuer. Vous faites du jardin, vous, un petit peu? Vous avez le temps entre deux gâteaux? Pas du tout. Pas du tout, merci d'être venu. Voilà. Formidable. En tout cas, pour ceux qui se posent des questions, regardez. Et oui, parce que Philippe a commis cet ouvrage nécessaire, simplissime, le livre de jardinage le plus facile du monde. Et alors, ce que j'aime bien, c'est que c'est thématique, en fait. On ne marche pas par famille de plantes, on marche par envie. Par exemple, il y a 2 massifs. Créer un massif pour attirer les oiseaux, ça me plaît. Créer un massif pour les papillons. Et ce n'est pas les mêmes. Non, c'est pas du tout, parce qu'il y a des plantes mellifères, et après, vous avez des plantes à fruits, par exemple, pour l'hiver. Comme pour l'hiver, pour les oiseaux, il y a les cynorhodons, les fameux rosiers qui donnent des petits fruits rouges et qui sont intéressants pour les oiseaux, ou d'autres plantes abbées. Cynorhodon, c'est la fruit rose du rosier classique, quoi. Oui, la rose de base. Voilà, c'est ça. L'églantine. Mais vous avez des rosiers qui donnent beaucoup plus de cynorhodon. Donc la fleur n'est pas très intéressante, mais la fructification est formidable. D'autres moins. Donc voilà, c'est tout simplement. Et pour les bulbes aussi, c'est trop tard là déjà ou... Les bulbes, on peut encore les planter. Les bulbes à floraison printanière, c'est vraiment la dernière limite. Vous avez encore 15 jours, 3 semaines. On peut encore planter des tulipes, des jacinthes, des narcisses, des crocus, des personnèges, tout ce que vous voulez, pour la floraison du printemps. Il faudra attendre le mois d'avril-mai pour les bulbes à floraison
estivale. Et Philippe, les tournesols, ça attire les oiseaux à cause des graines de tournesol Exactement, après exactement. génial. Voilà. Oh là là, mais Ça attire les précieux. papillons, les abeilles, les Ah, oiseaux. c'est chouette. Ça. Super précieux. Merci. Allez, de la flore à la faune, il n'y a qu'un pas. On va immédiatement s'occuper, après de nos plantes, on s'occupe de nos animaux. C'est normal, c'est comme ça. Avec nous ce matin, Amaury Briand de l'école de vétérinaire d'Alfort, hein, parce qu'on ne dit pas maison Alfort. Moi, toute ma vie, j'ai dit maison Alfort, mais en fait, Non, c'est la marque Alfort. Alfort, quoi, Ouais, en c'est quelque ça. sorte. Hein. Voilà, l'école vétérinaire avec qui on a un partenariat, vous le savez, chaque semaine, vos collègues viennent nous voir. Et c'est bien parce qu'on apprend petit à petit, un peu comme on le fait pour le jardin avec Philippe Coignon, à avoir un comportement de mieux en mieux avec nos bêtes, comme on dit chez nous. Alors, aujourd'hui, on s'intéresse aux problèmes dermatologiques. C'est ça. Parce Alors, que c'est. Alors, autant chez le chien et chez le chat, ce sont des pathologies différentes, autant on ne le voit pas toujours de prime abord. Mais, en fait, la dermatologie, c'est ce qui va concerner tout ce qui est à l'extérieur de l'animal. Donc, la peau, mais aussi les poils, les griffes, les oreilles. Donc, en fait, assez rapidement, quand même, quand il y a un problème dermatologique, on s'en rend compte. On le voit assez vite. Ce qui fait que les gens nous amènent assez régulièrement les animaux pour des problèmes de peau. Oui, tout à fait. Mais c'est pas toujours. Alors, moi, j'ai un chat, moi. Voilà, ça vient d'où les problèmes de... Ah bah ça vient Alors, de, comme pour nous, hein, ça vient des agressions extérieures d'abord En fait, et des virus. il y a des énormément de problèmes différents. Hein. Par exemple, on peut avoir un animal qui perd ses poils, on peut avoir Ouais. un animal qui va se démanger. Mais ça, attends, pardon, Amaury, c'est normal en hiver de perdre ses poils pour un animal. Alors, il y a des Or, mues un plus duvet- ou moins oui, saisonnières, ouais. en effet, Hmm. mais parfois, nous, on nous amène des animaux qui ont des plaques entières de peau sans poils, donc là, c'est complètement anormal. Ah oui. On va nous amener des animaux qui vont plus toiletter normalement, mais qui vont se gratter énormément. Oui. Et donc ça, c'est aussi un signe de mauvaise santé, un signe de maladie. C'est vrai qu'on a toujours tendance à penser qu'un chat ou un chien qui se gratte, c'est les puces. Mais il y a Oui, alors, 1000 autres Tout à sujets, fait. j'imagine. Ouais, exactement. Mm. Donc souvent, quand les gens nous amènent des animaux qui se grattent, ils me disent bon, mon animal a des puces. Mais il faut savoir que le challenge de la dermatologie, c'est que beaucoup de maladies différentes peuvent donner les mêmes symptômes. Donc, on va penser aux puces quand un animal se gratte, mais ça peut être un autre parasite comme la gale, ça peut être des allergies alimentaires, des allergies à d'autres choses dans l'environnement. Et puis, ça peut être aussi des infections avec des bactéries, avec des champignons, comme les mycoses, par exemple. Et donc, c'est au vétérinaire de faire son enquête pour rechercher la bonne cause et trouver la bonne maladie et donc les bons traitements. Tout à fait. À partir de quand on doit s'inquiéter? Parce qu'on a dit un animal qui se gratte, a priori c'est normal. C'est selon quelle fréquence? Alors, c'est vrai que le comportement de grattage, c'est quelque chose de normal. Hein. Ça vise à s'enlever les saletés, les petits parasites qui pourraient traîner. Je dirais qu'à partir du moment où l'animal a l'air dérangé, passe trop de temps à le faire, s'arrête parfois de jouer, de manger ou ne dort plus, là, on est sur des cas où c'est complètement anormal. Et d'ailleurs, hein, les gens souvent nous amènent les animaux parce qu'eux-mêmes n'arrivent plus à dormir la nuit, parce que l'animal se gratte trop et les empêche de dormir. Donc là, tout de suite, c'est vrai que ça motive énormément les gens. Ouais. Il y a beaucoup de grattage, notamment dans les bars tabac. Moi, je vois des gens qui grattent beaucoup, C'est une beaucoup autre trop. maladie, ça. C'est une autre maladie. C'est pas la même du tout. Non, mais trêve de plaisanterie. Lorsqu'on a un animal qui montre ses signes et qu'on vous l'amène, quelles sont les analyses qui vont avoir lieu? Est-ce que vous êtes fort? Parce que sous les poils, c'est encore plus difficile. Nous, déjà, c'est pas toujours facile d'identifier les pathologies, mais sur un animal, c'est compliqué avec les poils. Nous, ce qu'on fait en général, c'est qu'on fait un examen donc, vraiment de tout l'animal. Et ensuite, sur les sites qui présentent des lésions cutanées, on va faire des prélèvements. Donc, souvent, on va prélever des poils, prélever un petit peu de peau en superficielle. Hein. Parfois, on est obligé de faire des biopsies cutanées quand on a vraiment des maladies un petit peu plus complexes. Donc, l'analyse se fait soit au chevet du patient, donc immédiatement en consultation. En fait, on a notre salle de consultation avec un microscope dans lequel on va regarder assez fréquemment pour voir l'aspect du poil, la présence de parasites, par exemple. Et puis parfois, quand c'est un petit peu plus poussé, on va faire des biopsies cutanées qu'on envoie dans un laboratoire spécialisé qui va nous envoyer le résultat un petit peu plus tardivement. Voilà. Est-ce que globalement, un chien ou un chat, hein, parce que comme évidemment sur le dos, c'est très difficile de se gratter, ça veut dire qu'il se gratte
de prime abord. Et s'il se lèche, c'est parce que c'est les endroits où il ne peut pas se gratter. Enfin, je veux dire, c'est le même comportement de se lécher ou de se gratter quand... Alors, globalement, en fait, c'est des comportements un peu différents. Dans le grattage, on va reconnaître l'aspect commun du chien qui se gratte l'oreille, etc. On va aussi retrouver du léchage. Donc, très souvent, c'est du léchage au niveau des doigts. Au niveau de la base de la queue. Donc, c'est un comportement de toilettage qui est exacerbé, en fait. C'est ça. L'animal peut quelque aussi chose qui ne veut pas partir, quoi. Voilà. On peut retrouver aussi du frottement, l'animal qui va se frotter la face sur les meubles ou sur les propriétaires parfois. Même sur moi, en consultation, souvent les animaux se grattent contre moi. Ça peut être un chien qui va, lors de la balade, se retourner sur le dos et se frotter sur l'herbe. Ce n'est pas forcément un signe de contentement. Ça peut être vraiment des signes de grattage. Et puis parfois, il y a même des animaux qui se cachent pour se gratter. Donc, c'est le cas des chats qui n'aiment pas montrer qu'ils sont malades. Donc souvent, on ne va pas voir le chat se gratter, mais on va voir la conséquence. C'est-à-dire que le chat, avec sa langue très râpeuse, va, à force de se lécher, se casser les poils et s'épiler complètement. Et donc, nous, on nous amène des chats parfois qui sont à moitié nus à cause du léchage, en fait. À cause et on les voit jamais faire. Il ressort du coin, genre, il a perdu la moitié de ses poils. Non, c'est que ça se fait progressivement. Par exemple, pendant que le propriétaire dort, le chat va faire sa vie, quoi. Il va se toiletter et va se gratter. Et donc, parfois, c'est un peu difficile. Nous, on voit juste les conséquences. Et c'est à nous de détecter ce qui se passe. Amaury, du coup, un chat qui a les griffes particulièrement pointues et acérées par rapport à un chien, est-ce qu'il faut lui tailler quand on le voit trop se gratter? C'est vrai que souvent, ça ne suffit pas, malheureusement, parce que nous, on nous ramène des animaux qui sont parfois très blessés, avec des lésions très profondes, c'est vraiment très délabrant. Et c'est parfois même un des rares phénomènes qui est urgent de traiter. Et donc, c'est vrai qu'on peut conseiller de couper les griffes de ces animaux, mais surtout de nous amener rapidement ces animaux s'ils sont souffrants, parce que ça peut être des urgences vitales parfois. Waouh! Dites donc, ça fait un petit peu peur quand même pour nos petites bébêtes. Je suppose que la plupart de ces pathologies ne sont pas dramatiques. Non, justement, la plupart du temps, ça se passe bien. Parfois d'une autre pathologie. Oui, tout à fait. Merci Amaury et merci à tous les vétérinaires de l'école d'Alfort qui viennent chaque semaine nous donner des bons conseils et des super nouvelles. Je vais rentrer vite fait m'occuper du chat. Allez mes amis, c'est le jour des enfants, évidemment le mercredi. Maison des experts, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Est-ce que vous savez? On va créer des bijoux en perles de papier. C'est pas beau, c'est durable, c'est bien. Bonjour, je m'appelle Roby. Je suis Olga et on est venu aujourd'hui pour faire les perles en papier avec Lilia. Et on a très hâte. Bonjour Olga, bonjour Romy. Bonjour Lilia. Aujourd'hui, je vous présente l'activité idéale pour récupérer les prospectus, les magazines et les chutes de papier cadeau. On va fabriquer des bijoux avec des perles en papier. C'est super. On y va. Youpi. Pour créer des bijoux originaux en perles de papier, on va récupérer tous les papiers qu'on a dans la maison et qu'on va récupérer, comme par exemple des chutes de papier cadeau ou des anciens magazines qu'on n'a plus besoin de lire. On va sélectionner les pages où il y a le plus de couleurs. Donc je vous ai prédécoupé plusieurs formes, comme par exemple un triangle qui est plutôt grand, un triangle plus petit ou encore un rectangle. Plus la base sera large, plus la perle sera large et plus la bande est haute, plus la perle sera épaisse. D'accord ? C'est parti ? C'est parti. On y va. Pour la deuxième partie de la création de nos bijoux en perles de papier, on va utiliser les bandes qu'on a prédécoupées et on va les enrouler sur des pics à brochettes ou sur des cure-dents. On va placer notre pic à brochette ou notre cure-dent sur la base de nos bandes prédécoupées, en faisant bien attention que la bande soit à l'envers, c'est-à-dire que la couleur est contre la table. Et on va bien serrer le papier et commencer à l'enrouler autour du cure-dent ou du pic à brochette. Quand c'est bien enroulé, on garde bien le doigt dessus et on pousse tout simplement son doigt pour enrouler la bande. Une fois qu'on a terminé d'enrouler le papier autour de la brochette ou du cure-dent, on prend un pinceau avec du vernis-colle et on enrobe toute la perle de colle pour que ça tienne. Et ça sera parfait. Exactement. Et voilà, maintenant on peut attendre que ça sèche et on peut même utiliser une brochette pour mettre plusieurs perles.
Une fois que nos perles de papier ont séché, il ne nous reste plus qu'à les enlever des pics à brochettes délicatement. Si jamais la colle est un peu forte, il suffit de le tourner pour pouvoir l'enlever doucement. Regarde, comme ça. Hop. Coller. Waouh! Elle est belle celle-là. Celui-là. Waouh, on a plein de jolies perles. Maintenant, on peut prendre du ruban, de la corde et on peut les enfiler pour faire des colliers, des bracelets ou pourquoi pas même des porte-clés. Et voilà, on a nos bijoux en perles de papier. C'est original, c'est très chic. Tu as un collier magnifique, Romy, et c'est une très bonne idée pour les anniversaires. Merci. Merci. On résume. Pour créer des bijoux en perles de papier, découpez des bandes de papier de différentes formes. La taille et la forme des perles variera en fonction de leur largeur et longueur. Enroulez-les autour de pics à brochettes en bois, puis recouvrez-les de vernis-colle et laissez sécher. Retirez-les ensuite des pics, puis enfilez-les sur une corde ou une ficelle afin de créer le bijou de votre choix. Et voilà, une activité créative et originale qui fera plaisir à toute la famille. Merci Lélia, qui nous a bien montré comment faire. Ah, et si vous n'êtes pas doué pour faire les perles en papier, achetez des huîtres en carton. Il y a toutes les chances de trouver des perles en papier dedans. Il paraît que Julie, elle trouve des perles dans ses huîtres. Oui, à Noël, j'ai eu une perle oui naturelle dans mon huître. Oh, c'est votre mari qui vous a glissé ça. Blanche. Je suis sûr, il l'a fait Parce qu'elle n'était pas discretos. très ronde, non, non. Ouais, Je vous l'amènerai. Oui, vous l'avez fait monter en bague, en diadème. J'y songe, j'y songe. Allez, merci beaucoup. On va retrouver notre Rafale, toujours du côté de son centre multi-musical. Oh, qu'est-ce qu'on est trendy ce matin? C'est dingue, 360 degrés. Exactement, le 360 Paris Music Factory, exactement. Vincent, tu le dis, on est à 360 degrés. On est descendu après avoir pénétré dans ce nouvel équipement qui, je vous le rappelle, a ouvert la semaine dernière. Et on est au studio de répétition, justement, ici. Il y a des artistes qui sont en train de répéter. Tout le monde se dit bonjour ici. Je retrouve Saïd. Vous pouvez voir aussi les cartons pour vous prouver vraiment que c'est tout neuf et qu'Ensemble c'est mieux vous amène toujours là où il faut être. Saïd, studio de répétition, pourquoi ? C'est un studio répétition et enregistrement justement pour les artistes en résidence qui viennent commencer leur répertoire, leur création. Une fois que le répertoire est prêt, ils commenceront d'enregistrer, monter les spectacles, le son, la lumière et commencer la diffusion. Et alors comment s'appelle le groupe là ? Antan, c'est un mot persan ancien qui ça veut dire retrouvailles. Ce sont les filles iraniennes qui se sont retrouvées à Paris pour préparer un répertoire composé de 5 musiciennes. Et évidemment, comme vous savez, en Iran, les femmes ne peuvent pas chanter devant le public. Donc ce sont des artistes qui sont venus ici et travailler et créer les choses qu'ils ne peuvent pas créer en Iran. Depuis l'Île-de-France, évidemment, on a tendance à oublier ce genre de choses. Ça a l'air aussi simple et pourtant, c'est une vraie chance pour elles de chanter ici à Paris. On va aller les interrompre pendant la répétition. Hop. Bonjour les filles. Ça va ? Bonjour, c'est quoi ton prénom ? Marie-Suzanne. Marie-Suzanne, tu joues de quel instrument toi ? C'est une viole de gambe. Une viole de gambe. Voilà, c'est un instrument baroque. Voilà, mais dont la sonorité se prête très bien à la musique persane. Ah, à côté de toi, alors, c'est quoi ton prénom ? Sogol. Sogol. Toi, tu joues de quel instrument ? C'est un tar, c'est un instrument iranien, mais c'est un instrument qu'on trouve aussi dans les autres pays comme l'Arménie, l'Azerbaïdjan. Mais celui-là, c'est un tar persan. Et c'est quoi l'avantage pour vous de jouer dans un lieu comme celui-ci ? Il y a beaucoup de raisons. En fait, je trouve que c'est déjà une question de temps. C'est-à-dire qu'on s'est bien installé dès le début ici. Music Factory nous a donné cette opportunité, c'est le temps de s'installer ici et de faire les arrangements et d'avancer vraiment sur ce projet. On a le sentiment en fait de faire partie des murs un petit peu d'ici. Oui, comme vous ouvrez presque, je veux dire, la saison des répétitions. Et puis à côté, on a la chanteuse qui parle anglais. You speak English, so? Un petit peu français. Un petit peu français. On va se débrouiller évidemment. C'est quoi ton prénom? What's your name? Aïda Nosrat. Aïda, and so you're a singer, tu es la chanteuse du groupe. This is a chance for you to be here and to sing, to do your job. C'est une chance pour toi d'être ici et de faire ton travail librement?
Et je comprends pas nos questions. Ah, bah alors j'ai essayé de traduire, j'ai fait mon Nelson Montfort, ça n'a absolument Oh pas là marché. là, il s'est figé. This is a chance for you to sing here. Tout énervé là devant les instruments de musique. En direct de Nagano, c'est le problème. Hein. Avec Rafal, c'est que ce direct, parfois la liaison s'interrompt un tout petit peu, surtout quand il est ému. Et ça, je le vois hein, devant 3 musiciennes iraniennes, le Rafal est ému, hein, donc ça bloque tout. Bon, bah, mes amis, on va le retrouver, je suis sûr, dans une seconde ou deux. Le temps d'avoir une belle idée. Parce qu'ici, c'est tous les jours. Et à votre avis, qu'a donc ce doudou de particulier, petite devinette? C'est mon mien. Non, Ah bon, c'est le vôtre. Non, Les non Bretons. plus. Et non, ce doudou est entièrement fait à partir de vêtements de tissu recyclés. Génial. Alors lui s'appelle Lulu, là vous avez par exemple Vanille, lui c'est Nino, et ils sont tout droit sortis. Je veux bien l'Indien, moi. Envoyez-le-moi. Merci. Et ils sont tout droit sortis de l'imagination de Laurence Chantrelle qui a créé, donc ça s'appelle Les Recyclettes, il y a tout juste 1 an. Cette illustratrice parisienne a décidé de se lancer dans l'upcycling, la revalorisation des vêtements pour créer donc ces doudous uniques. Elle les fabrique dans son petit atelier parisien. Tout est entièrement fait à la main. Il faut compter à peu près 24 heures quand même pour faire un doudou. Et elle vient d'ailleurs d'obtenir le label Fabriqué à Paris. Et cette idée, en fait, elle l'a eue après avoir vu une corbeille de vêtements perdus, abandonnés dans l'école de son fils. Vous voyez, à la fin de l'année, il y a toujours un tas de vêtements qui allaient partir à la poubelle. Depuis, elle récupère des sacs de vêtements dans les écoles, donc dans les associations et même parfois dans la rue. On écoute. C'est du recyclage vraiment à 100%. Des t-shirts, pour donner un exemple, là, on a un petit bloomer pour un doudou qui est fait à partir d'un t-shirt, là, d'un pull. Ça, c'est un étui à lunettes très joli. Aujourd'hui, on est vraiment à un moment important où on se rend compte que le climat, il y a un danger, il y a un grand danger. Et le réchauffement climatique est là, on y est. C'est pas demain, c'est pas dans 2 ans, c'est maintenant. Et je crois que l'artisanat, le savoir-faire, les artistes ont toujours eu cette utilité-là de faire marcher notre création, nos idées, notre savoir-faire pour trouver des solutions. Un petit peu, c'est... Vincent, déjà, vous avez trouvé votre doudou. Oui, c'est mon doudou. Je tiens à dire que c'est pas un Indien d'ailleurs, c'est un lapin. C'est parce qu'il était à la fois rouge, ça faisait peau rouge, puis c'est pas des plumes, c'est des oreilles. Oui, mais il bon, est fait, par de exemple, loin. à partir d'une chaussette. Ah bon? Oui, c'était une chaussette lavée perdue, quand même. une chaussette orpheline. En tout cas, voici une solution zéro déchet plutôt poétique, d'autant qu'elle permet en plus de sensibiliser les enfants dès le plus jeune âge au recyclage. Et Laurence Chantrelle vient également de créer des koalas et des kangourous en soutien à l'Australie. Oui, vous le savez, plus d'1 milliard d'animaux sont morts à cause des violents incendies qui ravagent ce pays depuis maintenant plusieurs mois. Alors, Laurence Chantrelle a décidé d'agir à son échelle, à la façon du petit colibri. Pour chaque recyclette achetée d'ici la fin du mois de février, elle reversera 2 € à la collecte de fonds lancée par Alan Dixon. C'est un jeune aventurier qui s'engage pour les animaux d'Australie. Ça, c'est une bonne initiative. Et en plus, c'est trop chouchou quand même. Hein. C'est vrai, je suis d'accord. Moi, à tous âges, bon. Enfin bon, moi j'ai arrêté les doudous, je dors maintenant. J'en ai un. J'ai un doudou suédois, c'est un petit cochon. Alors un petit cochon qui s'appelle Cocus Boulard. Et bon, je vous l'apporterai pour avec vous montrer. plaisir. Très très beau, très très belle pièce de collection, mes amis. Moi j'ai des doudous beaucoup plus sévères en fait, et même des compulsions, c'est les gâteaux. Eh oui, ça arrive. Il y a eu ma vie avant et il y a eu ma vie après connaître le flanc de Quentin Le Chat. Eh oui, parce que il est le chef pâtissier du Novotel Paris-Les Halles. Et dans un hôtel comme celui-là, il a créé le Tea Time. On dit Tea Time, on dit pas le goûter. Oui, c'est le mot anglais. On va dire goûter. Allez. On va dire goûter. Oui, mais les gens ne savent plus après. Non, mais c'est vrai que c'est important parce qu'il y a toujours le petit déjeuner qui est important. Mais pour la pâtisserie, c'est quand même à l'heure du goûter, à l'heure au Tea Time qu'on a envie de prendre un petit gâteau. Ouais, la petite pause sucrée de l'après-midi. Ouais, et pas besoin d'être client de l'hôtel, on peut venir de l'extérieur. Au contraire, je dirais même. Oui, bien sûr, la majorité de nos clients sont des clients extérieurs. Donc non, oui. Alors vous êtes venu à la pâtisserie après des études qui n'avaient rien à voir. Ouais. Vous êtes tombé... vous aviez quand même cet amour du sucré étant petit. Pas du tout. Non, même pas. Pas du tout. Donc je vais rayer mes fiches. Non, vraiment. Et même aujourd'hui, je suis plutôt... Et même aujourd'hui, je ne peux pas sentir ça. Plutôt salé que c'est vrai. Ouais, bien sûr. Mais du coup, ça, je pense que...
pour ça que j'essaye d'assaisonner. Il y a pas mal de fleurs de sel sur les desserts. De désucrer en quelque sorte. Ouais, en fait, c'est pas forcément une démarche de désucrer, c'est une démarche de choisir des bons produits, donc qui ont besoin de moins de sucre et moins d'artifice. Voilà, mais la démarche n'est pas forcément celle de désucrer au maximum, mais juste d'utiliser le sucre comme un assaisonnement finalement. Je ne sais pas si vous êtes amateur de flan. Le flan parisien, hein, tel qu'on l'appelle, c'est-à-dire c'est un appareil à flan dans une pâte, alors généralement feuilletée ou alors brisée ou un mélange des deux. Ouais, la vôtre, elle est comment? C'est une pâte sucrée. Donc, pâte sucrée. Eh bien voilà, je vais filmer en même temps. Parce que le meilleur moyen, c'est de voir, avant de goûter, ce que vous aurez du mal à faire derrière vos écrans, pardon, Quentin, pardon, voilà. Fais que passer. Comment j'ai éjecté le chef. Quand il s'agit de flan, ça devient violent. Bah oui, évidemment. Il y a qu'à voir sur Instagram, sur les réseaux sociaux, dès qu'on montre une photo de flan, ça rend les gens fous. Ouais, c'est dingue, alors qu'il y a quand même des desserts un peu plus sexy, on va dire. Mais, non. Je suis d'accord. Mais ouais. Ah bon, vous n'aimez pas le flan, Julie? Moi, je préfère les gâteaux. Oui, même esthétiquement, je trouve que oui, mais lui, il s'est fait connaître par son flan. Alors, on a eu la chance de il n'y a pas que le flan. Il y a ce gâteau-là qui ressemble à un pavé, il faut bien le dire. Oui, c'est ça, c'est un pavé, le pavé parisien. Vous avez obtenu un prix pour ça? Oui, le grand prix de la pâtisserie parisienne. Pardon. Bah oui. Mais oui, c'était la première édition. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Un Paris-Brest. Je vous crois pas, ouvrez-le. Allez, voilà. Comment j'ai amené le truc, c'est dingue. Alors, donc, c'est un pavé, jusque-là. C'est un pavé. Il est couvert de Alors, quoi? c'est une coque en chocolat blanc. D'accord. Qui a été teintée avec du charbon de bambou. Donc, c'est un colorant qui est naturel. Il n'y a pas de E, je sais pas combien dedans. Vraiment pas à la mode et pas top. Ouais. À l'intérieur, vous avez une mousse de praliné. Montrez-moi avec la pointe de votre spatule. Alors là, on a de la mousse pralinée. Donc, c'est du praliné noisette. C'est ce qui enrobe. Oui, c'est ça. Noisette et bigaradier, donc de l'orange amer. Ça vient rafraîchir un petit peu le dessert. On voit qu'il y a un chou. C'est l'élément quand même d'un Paris-Brest immanquable. Oui. Un praliné noisette pur, quelques morceaux de noisettes. Et là, les noisettes du Piémont? Oui, Piémont. C'est pas grave, non, au contraire même. On est assez contents. Alors, on en trouve des très bonnes en France. Moi, j'ai choisi le Piémont pour plein de raisons. Mais vous avez raison de le dire. Notamment Lot-et-Garonne, en Corse, des très belles noisettes, dans les Pyrénées, l'Ariège, Bourgogne, Bourgogne aussi. Enfin, non, il y a de la belle noisette française. Le tout, c'est de se battre avec les armes qu'on a. C'est ça. Et ça, donc, c'est un Paris-Brest enfermé dans un pavé. C'est ça. On a renversé, on a mis le chou à l'intérieur de la mousse globalement, et on a habillé cette mousse avec. Vous êtes inspiré par un fromage? C'est quoi la on a mis le petit chou, chou pour éviter que les gens pensent que c'est un fromage de chèvre cendré. Mais non, c'est. Oui, c'est vrai que. Non, l'inspiration, c'est le pavé parisien, clairement. Et ce truc-là, qui me rend hystérique rien qu'en le regardant. Alors, c'est une tarte chocolat au lait, café et sarrasin. Donc, on voit le sarrasin. Le sarrasin grillé qui vient comme un petit parterre de mulch. Philippe Collignon. C'est très tendance, c'est très écolo, le mulching. Oui, le mulching sur les gâteaux. Tant que c'est pas des copeaux de bois. Là, pour le coup, on a vraiment pris du sarrasin breton. Parce que ça sert à rien d'aller chercher. Vous êtes d'origine bretonne, vous? Un petit peu, oui. Un petit peu, d'où ça? Finistère. Ah, voilà. Aïe, c'est une vraie mafia. Oui, on le sait. Beurre de micelle et fleurs de sel. C'est merveilleux. Et à côté, là, ces jolis petits dômes. Ouais, ce sont une petite tarte citron meringuée. Citron, d'ailleurs, pas meringuée. Ouais, pas meringuée. Non, la citron meringuée est ici avec une petite chips de meringue. On a utilisé tous les composants d'un citron. Donc la peau, on a de la main de Bouddha. On a les écorces de citron. La main de Bouddha, c'est une variété d'agrumes. Oui. C'est ça. Alors, il y a un gel bergamote, il y a plusieurs agrumes, plusieurs citrons à l'intérieur. Tout est bio aussi, non traité. C'est important quand on traite les écorces et les peaux pour éviter de manger des pesticides. Vous ne l'avez pas ouvert, le flan, Quentin? On va l'ouvrir. C'est moche que vous faites, là. Ouais. C'est ce qu'on appelle énerver le présentateur. Et ça ne se fait pas. Vous savez, chez nous, il devient nerveux quand il n'a pas sa part de flan. Avant que ça parte en bagarre, j'ouvre le flan. C'est ça. Je m'exécute. Regardez. Hop. Et voilà tous ces petits grains noirs. C'est ça qu'on attendait de voir. Parce qu'évidemment, il y a de la vanille. Il faut de la vraie vanille. La vraie vanille, et avec cette pâte sucrée, et puis sur une belle épaisseur, on peut dire. Oui, bien sûr. Il est pas grand, large. Il a un diamètre assez petit, mais il a tout ce qu'il faut. Facilement à 4 dessus, je pense. Et si vous posiez la question de savoir si le chef est breton, hop, regardez, un petit coup de caméra, et là, on tombe évidemment dans le feuilletage. Oui, le feuilletage à 5 tours.
On voit que c'est un feuilletage qui ne développe pas énormément. Voilà. C'est notre millefeuille qui est en version un peu plutôt restaurant parce que c'est compliqué à emporter comme ça, mais c'est un millefeuille. C'est de la finger food en même temps. Hein. Ouais, c'est ça, mais alors il est assez fragile, donc je ne suis pas sûr que dans la rue, mais finalement... Et derrière les madeleines, blé noir. Ah ouais. Okay. Ah là encore, sarrasin alors. Ouais, miel de châtaignier corse. On a mixé les deux. Vous êtes sympa de faire deux caractères. C'est de la madeleine explosive, ouais. Et un petit peu de bergamote pour rafraîchir, toujours. Bergamote, c'est le goût de l'Earl Grey, pour ceux qui ne le connaissent pas, je le dis souvent, parce que là, on identifie mieux. Là, encore un agrume très, très chaleureux. On va aller voir Rafale, histoire de l'énerver un tout petit peu, parce que quand on a des gâteaux en plateau et que lui, il est à 1000 bornes, eh bien, ça ne lui plaît pas. Rafale, un petit peu énervé qu'on ait autant de gâteaux? Puis il y en a trop en plus, on ne sait pas quoi en faire. Oui, j'entends. Oui. Oui, Allô? oui. Vous m'entendez ou pas? Ah oui, Rafale. Ah les amis, on me crie dessus carrément, alors que moi, je suis en pleine répétition. Vous entendez bien, derrière, j'ai des artistes qui jouent fort. On est dans une salle de spectacle, toujours ici, au 360 Paris Music Factory, dans le 18e arrondissement, la Goutte d'Or. Je retrouve Saïd quand même. Saïd, s'il te plaît, est-ce que tu peux me dire dans quelle pièce on est maintenant? Là, nous sommes dans la salle des spectacles. Donc, les artistes sont en train de répéter et faire la balance pour le concert de ce soir. On vous fait les coulisses, évidemment. Ce soir, c'est flamenco. Non, c'est des artistes espagnols et portugais qui travaillent ensemble. Et vraiment, c'est deux artistes assez incroyables, novateurs, qui vont présenter pour la première fois leur nouvelle création en France, et donc au 360. Et en plus, on découvre des exclusivités ici. Si j'ai envie de venir, combien ça coûte une place de concert? Là, on a fait des tarifs vraiment accessibles pour l'ensemble du public, surtout le quartier. Plein tarif est 19 € et les tarifs réduits pour les gens de quartier, pour les chômeurs, pour les jeunes moins 25 ans, c'est 17 €. 17 €, n'hésitez pas à passer. C'est vraiment un lieu qui va compter ce nouvel équipement culturel et multiculturel installé en plein Goutte d'Or. Qui a chanté la Goutte d'Or, évidemment? C'est vraiment un quartier qui, historiquement, est lié à la musique. Rachita, FFF, les rockers on parlait de la Goutte d'Or, la Secret Connection, les rappeurs également. Donc vraiment, n'hésitez pas. En plus, c'est un quartier en pleine mutation. Il y a plein de start-up, des jeunes entreprises qui s'installent dans le quartier. Vraiment, c'est un quartier qui vit la journée, le soir, avant les spectacles, après les spectacles. C'est un quartier vivant. Un quartier vivant. Les amis, n'hésitez pas à vous demander des infos sur l'Instagram de France 3 Paris, @France 3 Paris. Demain, je suis plus en musique, quoique, si, on va fêter le nouvel an lunaire du côté d'Aubervilliers. C'est une autre histoire. Merci Saïd de nous avoir reçus. Salut, à demain. Merci et bonne répétition, Rafale, il y en a besoin. Quentin, on trouve tout ça sur le chariot de dessert au moment du tea time c'est ça, au dans nos Novotel. formules. Comme je le dis souvent, on n'a pas besoin d'avoir une suite à l'hôtel pour aller manger une bonne pâtisserie. Quand même. Et toi, est-ce que tu veux manger un petit peu de flan? Non, j'aime pas ça. Oh, c'est dommage. Je vais te montrer. Non, c'est facile, Oui, mais tu manges comme un cochon. Je suis bon en ventriloque, moyen. Surtout avec le flan, après. Il doit trembler, là. Un peu moyen quand même. Merci beaucoup d'être venu, Quentin. On va, malheureusement, il va y avoir une sorte de ruée, ruée vers le gâteau. On connaît ici en plateau, c'est comme ça que ça marche. Merci Philippe pour tous les bons conseils. Avec plaisir, Vincent. Il faudra revenir nous voir. Avec plaisir. Ça serait sympa. De temps en temps, comme ça. Pour le printemps, là, pour le 22 mars. Très bonne idée. Et merci à Maury. Grâce à Maury, on ne se gratte plus. On met des coussins autour des pattes des chats et des chiens et on les amène chez le vétérinaire. Mes amis, on se retrouve demain tranquillement. Le temps de finir le gâteau, généralement, ça se passe plutôt bien. Quoique, moi, je vais devoir mettre une sorte de cloche autour du flanc parce que je sens que la protection est nécessaire. Protection rapprochée des gâteaux de Quentin le chat. Allez, à demain. Portez-vous bien. OK? T'en veux toujours pas? Non, pas grave.